Bonjour et bienvenue sur Galaxy IA. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi est-ce que quand on interagit avec l'IA ou souvent un robot quelconque, on a tendance à les humaniser. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? C'est quoi les processus, qu'est-ce qui se passe en tant qu'être humain? Pourquoi quand on rentre dans l'interaction, forcément, on a tendance à oublier que c'est des machines et on leur parle comme à des êtres humains? Et j'ai un spécialiste dans le domaine avec moi. Bonjour Loïc, comment vas-tu? Salut Émilie, ça va et toi? Ça va. Je présente directement son petit bébé qui vient de sortir il y a, quoi, quand on enregistre la vidéo, il y a quoi, 10 10 jours? ouais, 10 jours, donc, qui s'appelle Bonjour ChatGPT. Donc, Louis de Digipac est auteur, tu es éthicien de la technique et tu es également consultant BCG. Euh, Dans ton livre, bah, t'abordes, alors honnêtement, je vous le conseille, c'est vraiment un régal, c'est philosophique, on parle de technologie, il y a plein d'histoires, il y a plein d'exemples, il y a plein de références, donc voilà, c'est un livre absolument à avoir sur sa table de chevet, mais en fait pas longtemps, parce qu'en fait ça se mange très très vite. Donc déjà, merci pour cet ouvrage, en tout cas, qui a le mérite d'apporter un regard, je trouve, excessivement riche sur la Merci. question de l'IA. Mais de plaisir, comme on dit par chez nous, Louis. Première question, pourquoi est-ce qu'on dit, parce que ton livre s'appelle Bonjour ChatGPT, pourquoi est-ce qu'on dit bonjour à ChatGPT ou à l'IA en règle générale, et pourquoi est-ce qu'on a tendance à humaniser les robots, que ce soit notre tondeuse, à qui on donne souvent des petits noms, ou tout autre objet? C'est une bonne question, hein. Effectivement, moi, c'est vraiment ce qui a initié le livre et cette question-là, c'est quand j'ai vu, quand ChatGPT est arrivé, en fait, j'ai vu beaucoup de screenshots de gens qui partageaient leurs discussions avec ChatGPT au début et beaucoup de ces screenshots commençaient par hey, Hello ChatGPT, how do you do this? Qu'est-ce que tu dirais de ça, etc. Et je trouvais que ça n'avait aucun sens parce que, en tout cas, moi, et je peux imaginer toi aussi, en tout cas, beaucoup de gens, on dit pas bonjour à notre machine à café, on dit pas bonjour à notre lave-vaisselle, aussi connecté qu'il puisse être, etc. Et donc, on s'est dit, OK, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, la réponse facile, c'est de dire, bah, c'est parce que c'est une conversation, et comme c'est une conversation, on dit bonjour. Et en fait, donc, c'est effectivement une réponse facile, et il y a une des raisons derrière ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Donc, l'anthropomorphisme, c'est le fait de projeter sur quelque chose de non humain des caractéristiques humaines. Et ça, c'est pas né avec la tech, hein. Je veux dire, ça a plus de 40 000 ans, il y a déjà des traces d'anthropomorphisme il y a des milliers d'années, comme je t'explique un peu dans le livre. Euh, et donc, la réponse facile, c'est, bah, écoute, en fait, on calque sur des processus qu'on connaît, des habitudes qu'on a. Et donc, notamment, un processus qu'on connaît, c'est la conversation. La conversation, ça commence avec bonjour, donc on dit bonjour. Néanmoins, il y a aussi une autre raison que moi, j'ai trouvé beaucoup plus intéressante, c'est en fait de dire que l'anthropomorphisme, c'est une sorte de... Ça permet en fait de relier les points. Tu vois, essayer de dire, bah attends, il y a quelque chose, ça se comporte comme un humain, ça parle comme un humain, mais c'est pas vraiment humain. Bah, tu sais quoi, en fait, je vais lui dire bonjour comme un humain parce que ça va me permettre un peu bridge the gap. Et l'exemple que je peux donner qui est assez parlant, je pense, c'est les enfants avec des poupées, par exemple. Poupée, ça, quand t'es enfant, tu comprends pas vraiment, t'es encore bébé, tu captes pas forcément que c'est pas exactement un humain, mais ça ressemble à un humain. C'est toi, on prend soin de toi. Pourquoi est-ce qu'on prendrait pas soin du bébé? Et donc, bah, en fait, t'anthropomorphises ta poupée et tu lui donnes un nom, tu te dis, ah bah, attends, ma poupée, elle a faim, elle a froid, etc. Parce que tu as 2 ans, que tu comprends tout exactement comment ça se passe. Et en fait, nous, avec ChatGPT, parfois, on est un petit peu comme ces enfants avec des poupées. Comme on comprend pas exactement comment ça fonctionne, j'entends encore beaucoup de gens qui me disent, mais tiens, ChatGPT, est-ce qu'il a une conscience? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce que tout ça, voilà, c'est évidemment faux, comme le fait que la poupée n'est pas vivante. Néanmoins, comme c'est pas clair, eh ben, en fait, voilà, on lui donne un petit nom. Et c'est un peu pareil, effectivement, je donne l'exemple d'un robot tondeuse. Une énorme majorité des gens donnent un nom à le robot tondeuse, le robot aspirateur, etc. Donc, si les gens qui nous regardent font pareil, qu'ils et elles ne s'inquiètent pas, je veux dire, voilà, vous n'êtes pas les seuls. Néanmoins, en fait, ce que ça dit, c'est que quand tu regardes un robot tondeuse, il fait pas juste des lignes, tu vois. Généralement, il semble suivre un chemin qui a l'air aléatoire. Et donc, bah, en fait, quand c'est aléatoire, c'est très humain de se promener de façon aléatoire. Donc, tu te dis, mais tiens, ça se balade un peu de façon humaine. Comme je sais pas exactement comment ça fonctionne et que je me pose pas trop la question, quoi, je vais l'appeler Bernard, le robot tondeuse, et comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Et donc, c'est un peu pour ça qu'on anthropomorphise, et moi, c'est quelque chose que je trouve finalement très beau, et que mes recherches m'ont montré, c'est que c'est un réflexe d'anthropomorphiser. C'est un réflexe, c'est une sorte de capacité d'empathie gigantesque de l'être humain, de dire, voilà, j'ai besoin de ce contact, j'ai besoin de cette relation à ce qui me semble ressembler à de l'humain, et donc j'anthropomorphise. Et donc, c'est intéressant parce que tu parles vraiment de relations.
pour le coup. Oui, tout à Et fait. donc, Pour moi, c'est si c'est on une sorte rebondit, d'appel à la relation. ouais, tout à fait. Et si du coup, si on rebondit justement et t'en parles, ça fait pas mal de bruit, on le sait, certains, voilà, avec Mhm. bonnes nouvelles et moins bonnes nouvelles, hein. Si on prend Replica, voilà, il y a des documentaires de fous qui circulent. Donc, Replica, c'est vraiment un agent conversationnel qui se veut être ton ami, être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour toi, qui est destiné à te plaire. Alors, enfin, j'ai même vu, il y a des gens qui sont mariés à leur IA. Je crois qu'il y a plus ou moins 1000 certificats de mariage qui ont été voilà, attribués. Enfin, évidemment, tu dois payer, hein. Ça n'est pas gratuit. Tu as Elisa aussi, qui est depuis longtemps et qui l'a vu, on l'a vu, je pense que c'était il y a un an, je crois, qui a quand même poussé voilà, quelqu'un, un Ouais. Belge d'ailleurs, au suicide. Donc, on voit aussi qu'avec cette idée de relation qui s'installe la confiance et l'oubli, en fait, que la personne en face n'a pas de conscience ni d'émotion. Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je nuancerai un tout petit peu, dans le sens où pour moi, c'est un désir d'oubli. C'est pas un véritable oubli. Tu vois, si à un moment, tu viens un peu, tu vois, pousser la personne en disant, mais attends, Émilie, tu te rends bien compte que ce avec quoi tu parles, c'est pas humain. La personne va généralement pas se démener pour t'expliquer que, mais si, bien sûr, c'est comme un humain, etc. Il va te dire, ah non, non, je sais bien, c'est un robot, mais je me sens bien. Mais je suis... Et donc, en fait, pour moi, c'est pas un véritable oubli, mais ce qui m'inquiète beaucoup plus, entre guillemets, c'est cette volonté d'oubli. On a envie d'oublier, on a envie de s'oublier dans cette relation avec la machine. Et donc, effectivement, il y a plusieurs personnes maintenant qui disent vraiment, je suis tombé amoureux de mon robot Elisa, de mon robot Replica, de mon robot, je crois que c'est IA Girlfriend, ou ce genre de trucs. Enfin, voilà, il y a énormément de questions à se poser là-dessus. Comment est-ce que voilà, comment est-ce que ces outils sont conçus, comment est-ce que ça fonctionne, etc., etc. Voilà, je crois qu'effectivement, euh, c'est un sujet dans lequel je suis content de me plonger parce que je pense qu'il y a des questions vraiment capitales. Et bon, après, je me suis un peu, je te l'ai dit en préparation de l'interview, là, je me suis un peu battue avec moi-même parce que je pourrais faire à peu près 112 interviews basées sur ton livre, tellement il aborde de manière riche et Ah, tu complète. pourrais, tu pourrais en tout cas demander à ChatGPT d'écrire 112 questions. Et ça, c'est sûr que ce serait même Bon, les encore plus questions, je simple. les ai, les questions, je les ai, tu vois. C'est le plaisir voilà, d'avoir, tu vois, de ton point de vue et d'échanger sur des thématiques. Donc, voilà, la deuxième question que j'avais envie de te poser, qui était vraiment liée à ça, et c'est en fait une des citations que tu partages, et je vais lire deux petits extraits de ton livre parce que voilà, Mhm. c'est tellement riche et parlant, et tellement intéressant que je pense que c'est vraiment une question qui doit être adressée, enfin, que tu adresses dans ton livre, mais que j'ai envie de t'adresser en interview. Donc, c'est une citation de Sherry Tuckle qui dit quand nous parlons à des machines, s'agit-il d'une nouvelle forme de compagnie ou d'un renoncement? Et c'est vrai que moi, la première fois que j'ai entendu parler de Replica, Elisa, etc., je me suis dit, mais à quel moment est-ce qu'on a décidé voilà, d'abandonner l'être humain? Parce qu'en fait, être seul, il y a des tas de gens qui sont seuls. Pourquoi une machine? Et dans ton livre, tu parles de Sartre qui écrivait que l'enfer, c'est les autres. Il n'aurait pu imaginer meilleure incarnation de son enfer que les plateformes du XXIe siècle. La pensée de l'existentialiste parisien n'était pas que les autres étaient agressifs ou désagréables, mais bien que leur regard et leur jugement empêchaient chacun de s'épanouir. En voulant et en étant forcé d'exister pour l'autre, on ne parvient plus à exister pour soi. Et on ne fait qu'évoluer en se demandant à chaque instant ce que pensera l'autre, ce qu'il en dira, comment il me jugera, l'enfer. Et pour compléter ça, il y a donc ce que nous fouillons en nous connectant, c'est la réalité de notre vulnérabilité. Qu'il est aisé de nier nos failles quand nous échangeons avec un robot, et il est bien plus simple d'échanger avec un ordinateur quand on veut fermer les yeux sur nos défauts. Voilà. Et donc, Ce sujet. voilà, à ce sujet, n'est-ce pas? Et donc, par rapport voilà, à la citation de Chéri, donc quand nous parlons à des machines, s'agit-il d'une nouvelle forme de compagnie ou d'un renoncement? Ben voilà, tu l'adresses dans ton livre, donc peut-être tu peux nous en dire quelques mots avec beaucoup Bien d'exemples. sûr. Alors, Sherry Turkle, moi, c'est vraiment une autrice que je trouve absolument brillante. Juste pour rappel, elle est psychologue et sociologue de la technologie au MIT. Et en fait, elle s'interroge énormément sur l'impact anthropologique, sociologique et psychologique de la technique. Et je la trouve absolument brillante. Et notamment, une des choses qu'elle a remarqué, elle a été appelée dans des écoles où on réalisait que des enfants qui avaient environ 12-13 ans avaient les niveaux d'empathie d'enfants de 7-8 ans, et notamment à cause des écrans, de donc, cette incapacité à se mettre à la place d'autrui, puisque tu n'as plus cette relation les yeux dans les yeux, puisque tu es tellement sur un téléphone où les relations et les interactions sont beaucoup plus polissées et beaucoup plus lisses.
Donc, c'est pas, posé pas mal de questions. Vraiment, je recommande tout à fait la lecture de ces ouvrages, notamment dans Les yeux dans les yeux, dans un de ses livres, elle dit, ben voilà, effectivement, est-ce que c'est une forme de renoncement ou est-ce que c'est une nouvelle forme de compagnie? Elle pose la question, mais indirectement, elle y répond aussi. Et elle dit, mais c'est vrai que c'est un renoncement de la difficulté des relations humaines. Et là, effectivement, on refait le lien avec Sartre, c'est que c'est vrai que les relations humaines, c'est compliqué. Et je voulais un peu aussi, au passage de mon livre, rectifier cette phrase que tout le monde cite. Voilà, l'enfer, c'est les autres. C'est pas du tout, tu vois, c'est pas genre quand t'es en coloc et ton coloc a pas rangé, tu te dis, oh mon Dieu, l'enfer, c'est les autres. Tu vois, c'est pas ça. C'est pas genre quand t'es au cinéma, qu'il y a quelqu'un qui fait du bruit ou qui mange trop fort son popcorn, c'est pas ça, l'enfer, c'est les autres. Alors, c'est aussi l'enfer, mais en tout cas, c'est pas ce que Sartre voulait dire. Et ce sur quoi Sartre revient, c'est que effectivement, ce qui est extrêmement dur, et c'est sûr que quand tu es dans un monde où tout ce que tu fais est regardé, analysé par tout le monde, tu ne fais que t'exhiber tout le temps, évidemment que ça, c'est l'enfer. Pouvoir s'épanouir, pouvoir prendre soin de soi, c'est extrêmement compliqué. Et donc, effectivement, quand on s'adresse à la machine, il y a cette forme de renoncement dans la relation à autrui, mais parce qu'il y a aussi une certaine forme de renoncement à cet enfer qui est les autres. Néanmoins, et pour moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on n'oublie pas, c'est que certes, on renonce au regard d'autrui, qui peut être un enfer, mais qui peut aussi être terriblement émancipateur et extrêmement riche. Mais ce qu'on gagne à côté, ce n'est pas un paradis numérique. C'est un enfer probablement bien pire que l'enfer porté par le regard d'autrui. Et c'est un peu sur ça, moi, que je voulais rappeler. C'est, oui, ok, dans le monde dans lequel on vit, avec l'espace technologique dans lequel on est, bah, effectivement, c'est compliqué. Après, je ne pense pas que la solution soit de se déconnecter complètement des autres. Et donc, voilà, j'espère en tout cas que voilà, ce que le livre transmet en tout cas. Mais c'était un peu, voilà, je ne voudrais pas que les gens se disent, ah bah oui, bien sûr, avec la technique, je peux échapper à l'enfer des autres. Non, non, en tout cas, c'est pas mon propos. C'est pas l'objectif. Mais c'est bien parce qu'en fait, tu introduis justement ce qui est après, c'est que tu ne penses pas que la solution est, et c'était ma question, c'est que mettre en place finalement pour que l'être humain ne renonce pas à l'humain et Mhm. comment l'IA peut nous permettre d'apprivoiser sainement notre solitude pour mieux être au monde, parce qu'on parlait aussi beaucoup de, voilà, de solitude, d'être dans un ascenseur, dès que tu as 2 secondes, hop, tu te connectes, etc., voilà, pour combler en fait ce vide Sûr. et ouvrir toujours plus vite. Et là, je te disais, je reprendrai aussi trois passages que je trouvais vraiment chouettes. C'est si nous devenons impatients, pointilleux, tyranniques avec ces outils, parce qu'en fait, tu dis, pourquoi dit-on bonjour à ChatGPT? Et même en même temps, en se posant la question, c'est, bah, si tu arrêtes de dire bonjour à ChatGPT, est-ce que tu arrêteras de dire bonjour dans la vraie vie? Tu vois, donc, si nous devenons impatients, pointilleux, tyranniques avec ces outils, comment allons-nous interagir avec les membres de notre foyer, dont l'imprévisibilité, somme toute bien humaine, risque de rapidement nous agacer? Dans le confort qu'offre un échange sans friction avec un chatbot, pourquoi s'engager dans une conversation avec autrui? Et last but not least, dès lors, l'impact que les objets techniques ont sur nous façonne immanquablement les attentes que nous avons pour nos amis, nos collègues, nos frères. Leur comportement devant dorénavant se calquer sur ceux peu contrariants ou contraignants de la machine. À force de parler avec des robots et d'aimer ça, nous nous mettons à rêver que tous nos dialogues revêtent la simplicité et la fluidité d'un échange mécanique. Et donc, il y avait ça, et tu donnais aussi des exemples qui étaient, je trouvais, fort intéressants, du rôle de l'IA, comme par exemple, voilà, tu as une maman qui a 2 boulots et qui n'a pas le temps d'aider voilà, son petit Martin à réviser l'histoire ou le français. Et tu avais aussi là, une vieille dame qui est mise voilà, dans un home, qui est seule. Ben, pourquoi ne pas lui mettre voilà, un robot à disposition qui discuterait avec elle? Et tu soulignes quelque chose que je trouve absolument passionnant, mais une fois que tu soulèves le voile, c'est sans fin. C'est positionner finalement l'IA, la technologie, les machines, bah, comme parce que nous, en tant qu'humains et en tant que créateurs de notre propre société, bah, Mhm. on crée juste des choses qui dysfonctionnent en fait. Et ça pallie ce Tout à fait. dysfonctionnement. En, Bon, il y en a fait, plein de questions dans ce que je te dis, donc réponds c'est à ça, j'allais dire, oui, non, il y a je vais plein de répondre en trucs. deux temps. Je vais répondre en deux temps. Effectivement, sur la première partie, moi, peut-être pour résumer, moi, une question qui m'intéresse beaucoup et qui m'inquiète parfois aussi, mais que je trouve vraiment, vraiment très intéressante à creuser, c'est de se dire, est-ce qu'à force de parler à des machines comme on parle à des humains, est-ce qu'on va pas finir par parler aux humains comme on parle à des machines? Ou bien même tout simplement de ne plus du tout parler aux humains parce que c'est compliqué. On le sait, hein, les relations humaines, c'est difficile. C'est pas toujours évident, les gens sont pas d'accord. Enfin, je veux dire, n'importe qui s'est déjà engueulé avec un ami ou qui a déjà eu une rupture amoureuse, c'est que
c'est pas marrant, hein. C'est pas forcément la meilleure partie de ton année ou de ta journée. Donc, donc non, effectivement, sont des moments qui peuvent être difficiles. Et moi, effectivement, ce qui m'inquiète, c'est que si on commence à énormément normaliser les relations avec la machine, en fait, on va finir par petit à petit complètement normaliser le fait qu'on ne s'adresse plus à autrui. C'est quelque chose que je dis beaucoup, je l'avais répété là dans une interview pour l'Echo, c'est moi, mon cauchemar avec l'IA, c'est pas du tout un truc à la Terminator ou à la iRobot où tu vois, genre, on va se faire envahir par les machines. C'est plutôt que moi, mon cauchemar par rapport à l'IA, c'est le petit film d'animation Wall-E. Tu vois, où Wall-E, en gros, à un moment, il se retrouve, enfin, la planète a été dévastée par les êtres humains, changement climatique, tout ce que tu veux. Donc, les humains sont partis dans un immense vaisseau dans lequel ils et elles sont tous et toutes dans des sortes d'immenses chaises roulantes entourées d'écrans. Ils se nourrissent de soda et de divertissement à longueur de journée et ils oublient l'existence de l'autre. C'est juste, voilà, je regarde des films, et je bois des sodas, et puis c'est tout. Moi, c'est ça ma véritable angoisse. Et parce que, bah voilà, il y a plus les aspérités, les frictions, les petites difficultés qui font, selon moi en tout cas, la vie, mais qui peuvent effectivement être un peu complexes, ça c'est certain. Donc ça, c'est effectivement le premier exemple, un élément de réponse. Le deuxième, quand tu parles effectivement des exemples, il y a trois exemples que je donne effectivement dans le troisième chapitre du livre, où je reviens sur le fait que moi, j'ai un positionnement qui est parfois compliqué et je m'en rends compte à cerner, c'est que je suis pas du tout technophobe. Enfin, tu vois, je veux dire, j'ai un iPhone, j'ai un compte LinkedIn, peut-être même trop actif. Je veux dire, je travaille pour BCG. Enfin, voilà, je suis pas du tout technophobe, loin de là. Néanmoins, je ne pense pas que la réponse à tous les problèmes soit forcément plus de tech. Je pense qu'il y a des trucs, effectivement, comment est-ce qu'on résout ça? Bah oui, s'il vous plaît, plus de tech. Je pense qu'il y a plein de choses où il n'est pas évident qu'il faille plus de tech. Parce que je pense qu'il y a plein de choses pour lesquelles il n'est pas évident qu'il faille une exactitude absolue. Je vais prendre un exemple. Si demain, je sais pas, je dois passer une radio pour savoir si oui ou non j'ai un cancer, j'aimerais bien que l'exactitude soit absolue. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, je serais très heureux que le médecin soit assisté d'une IA. Je pense que d'ailleurs, les résultats l'ont prouvé, c'est des choses qui se font bien mieux, notamment, que les simples connaissances humaines, même si elles sont parfaites. Donc, le combo médecin-IA, pour ça, c'est très pratique parce que tu cherches effectivement une exactitude absolue. Il y a des choses, et je vais prendre un autre exemple qui est genre le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est à la base, quand même, avant tout, un jeu. Et donc, quand c'est un jeu, en fait, ce qui se joue dans le jeu d'échecs, c'est pas juste qui gagne ou qui perd, c'est qu'est-ce qui se passe. Moi j'ai appris les échecs, je pense comme beaucoup de personnes, ça, moi j'ai appris les échecs avec mes grands-parents. Je te garantis que quand je joue aux échecs avec mon grand-père, surtout au début, quand tu captes pas tout à fait comment les pièces bougent, etc., tant pour lui que pour moi, il se passait beaucoup plus en dehors de l'échiquier que sur l'échiquier. Parce qu'à ce moment-là, ce que tu cherches absolument, c'est pas de gagner, c'est pas d'avoir le move parfait, c'est en fait toute la relation qui se passe autour du jeu. Et donc là-dessus, pour moi, je suis pour le fait que, bah, en fait, les échecs, c'est mieux si jamais t'as pas d'ordinateur. Et donc, j'ai envie, et c'est ce que j'essaie de faire avec ces trois exemples-là, de dire, mais quelles sont les vraies questions? Et donc, je reprends l'exemple que tu disais, tu vois, cette vieille personne qui est dans un home et à qui on dit, bon, bah voilà, en fait, on va peut-être lui mettre un petit robot avec qui parler. C'est quoi la question à laquelle on essaie de répondre? Parce que si la question à laquelle on essaie de répondre, c'est, bah, il n'y a pas assez de personnel soignant pour s'occuper de toutes les personnes dans les homes, donc on va mettre des robots, je pense que c'est pas vraiment une bonne réponse. Je pense que c'est une sorte de petit pansement sur une plaie ouverte. La vraie réponse, ce serait comment est-ce qu'on fait pour repenser notre système de soins de santé, le financement des soins de santé, la valorisation des professions dites du care, et donc effectivement d'accompagnement, de soignants, d'infirmiers, d'infirmières, etc., pour que on soit plus dans cette situation-là. Ça, c'est la vraie question. La réponse peut-être facile, c'est dire on va mettre un robot. C'est pas la vraie question. Ou bien la vraie question, c'est de se dire, voilà, en fait, les personnes se sentent extrêmement seules, et donc on va mettre un robot, comme ça elles sont moins seules. Bah, de nouveau, en fait, c'est pas du tout ça la vraie réponse. La vraie réponse, c'est comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une société où les aînés sont beaucoup plus respectés, où les gens ont plus ou prennent plus le temps pour aller les voir. Enfin, et donc, c'est, ce que j'essaie de dire, c'est que parfois, on essaye de saupoudrer un peu de l'IA en disant, voilà, on va vous faire un truc un peu sexy, un peu stylé. La bonne réponse, c'est ça. Bah non, en fait, la bonne réponse, c'est pas du tout ça. La bonne réponse, c'est d'autres enjeux qui sont d'ailleurs souvent bien plus compliqués à traiter que de mettre un peu d'IA. Effectivement, là, tu reparlais, de ce, voilà, je donne l'exemple d'un jeune garçon qui s'appelle Martin, qui galère, ses parents sont divorcés, sa mère cumule deux boulots pour pouvoir lui offrir la meilleure vie possible, mais il galère en maths et en français. Est-ce que le meilleur truc, c'est de se dire, bon, bah, en fait, on va lui donner une IA? Bah non, en fait, le meilleur truc, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que sa mère puisse lui offrir la vie dont elle rêve pour lui sans devoir cumuler deux tafs et pour que, en fait, ce dont cet enfant a principalement besoin, c'est la présence de ses parents.
Et donc voilà, c'est un peu, je peux parler de ça pendant très longtemps, je suis désolé. Et donc Ah, c'est très voilà, c'est un peu bien, c'est très juste. ces questions-là que moi j'ai envie de rappeler, et c'est vraiment mon positionnement aussi dans ce grand champ qu'est la philosophie de la technologie, c'est de se rendre compte que les principales questions autour de la technologie ne sont pas des questions technologiques. C'est pas est-ce qu'on va réussir à faire une IA qui pourra aider un jeune garçon ou une jeune fille en maths ou en français. Je suis sûr qu'on pourra, je c'est certain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la question à laquelle on a envie de répondre. Est-ce que l'IA est forcément la bonne réponse? Et si on met de l'IA, qu'est-ce qu'on, quel est l'effet en fait qu'on a sur la question? Et donc ça, effectivement, voilà, comme tu le disais, il y a au moins 112 questions qu'on peut poser, au moins 112 heures de réponses que je peux donner, et je suis pas certain que j'aurais fait le tour. Ouais. Euh, Freestyle, dernière question, t'entends parler, Wally, tu donnes aussi l'exemple d'un film que j'ai adoré, c'est un peu voilà, ma référence Transcendance aussi, c'était intéressant, tu parles beaucoup de Heure dans ton livre. On voit, alors je suis une gameuse, donc moi voilà, j'adore jouer, tout ce qui est VR, je suis fan. Je fais le lien avec le film Ready Player One, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite Très vraiment bien. à le voir, qui est lié Très à ça. bien, Ready Player One. Et en fait, quand tu es, par exemple, quand tu fais voilà, une expérience VR et que tu es immergé, alors il y en a des tops, enfin, elles sont vraiment extraordinaires. Alors, tu as des zombies, tu choisis ton univers. Il y en a même où tu le fais dans la vraie vie. Donc, c'est-à-dire que quand tu vois une porte dans ton jeu, c'est une vraie porte dans la réalité. Donc, il y a vraiment une expérience réellement immersive, complète. Et tu es complètement déconnecté, donc tu oublies complètement que tu joues. Enfin voilà, quand je m'attaque à des zombies, c'est ma vie Hmm. en jeu, c'est pas de la blague, quoi, c'est vrai. Voilà, tu y vas. Et on voit par exemple, je sais pas si tu as remarqué ça aussi, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus enfin toute une série de magasins de rétro gaming qui voient le jour un petit peu partout. Hmm. Et donc, j'ai vraiment cette impression qu'on revient justement au jeu, à l'univers du jeu. J'ai aussi beaucoup étudié la thématique des AI influenceurs et on voit aussi, tu cites d'ailleurs dans ton livre Lil Miquela, qui a aussi une fameuse voilà, AI influenceuse qui a posé, qui a vendu pour des centaines de milliers d'euros à différentes marques, même des très grosses marques qui a une histoire un peu bof, hein, parce qu'en fait, ils ont jonglé sur le fait que est-ce qu'elle est réelle ou pas, et elle a pris des tas de pauses, etc., jusqu'au C'est pas moment où ils terrible. ont annoncé, Éthiquement, ouais, c'est pas terrible. exactement, oui, exactement, au moment où ils ont annoncé qu'en fait, c'était une AI, mais qui se comportait comme une humaine. Et là, en fait, ça a été un peu le flop après, ça, voilà, ils se sont pris un petit peu une claque. Et donc, mon point dans toutes ces explications-là, enfin, tous ces exemples-là, c'est de dire, mais est-ce que l'attraction pour le simple, le virtuel, un autre monde et autre chose, euh, selon toi, avec ton regard de philosophe et ce que tu as étudié, est-ce que ça peut faire le poids face à la difficulté et magie relationnelle aux questions que tu es censé te poser en tant qu'être humain, enfin, en tout cas par rapport à la vie humaine tout court. Alors c'est freestyle, c'est un peu voilà, ça m'est venu comme ça, donc Non, mais c'est une super question. Et de nouveau, en fait, pour moi, c'est quelle est la vraie question? Tu vois, alors moi, j'ai pas mal joué, mais plus MMO que FPS, donc moins, qui se prêtait moins, en tout cas au début, à tout ce qui est VR, etc. Donc j'ai jamais eu vraiment ces expériences-là, mais je peux imaginer que ce soit vraiment cool. Et quand tu vois effectivement le film Ready Player One, moi, je suis à peu près certain que c'est juste, voilà, c'est dans 3 à 5 ans, quoi. Et je trouve ça super. La vraie question, c'est si tu veux jouer en VR sur des trucs où vraiment tu oublies le monde extérieur, vraiment tellement l'expérience est immersive. Si mais tu y vas pour jouer, pour retrouver des potes, pour machin, enfin, je veux dire, en plus, tu as deux potes qui sont au Canada, un qui est en Australie, vous vous retrouvez là et en fait vous êtes à côté. C'est trop cool. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est très chouette. Si en plus on peut résoudre le changement climatique au passage et limiter les avions, génial, tu vois. En vrai, donc, très chouette. Et la vraie question, c'est est-ce que tu te connectes pour te connecter aux gens qui sont là? Ou est-ce que tu te connectes pour te déconnecter de ce qui se passe dans ta vraie vie? Et donc là, en fait, et là, évidemment, c'est complètement différent. Parce que si tu te connectes pour ensuite ne plus jamais te déconnecter de ce monde-là, ben là, tu te retrouves dans Ready Player One, dans le côté très dystopique, où en fait, les gens ne font plus que vivre dans ce qui s'appelle dans le film, si je m'abuse, l'Oasis, où vraiment les gens ne se déconnectent pas. Ils sont dans ce métavers 22 heures sur 24, et puis basta. et Et ils donc, vivent pour d'ailleurs moi, dans des espèces de capsules, quoi. Donc c'est un ouais, truc c'est ça, c'est à peu près des détail. containers Ouais, c'est ça. dans lesquels ils vivent. Donc là, tu te dis, là, il y a clairement un problème, tu vois. En revanche, effectivement, si tu te connectes pour jouer,
mais trop cool. Moi, je fais partie en tout cas d'une génération où je sais très bien. Moi, j'ai eu mes parents qui gueulaient en mode Louis, arrête de jouer, etc., etc. Non, mais tu vas plus jamais dehors, machin, etc. Vraiment un truc vraiment de vieux, dit-il, alors qu'il a lui-même 32 ans, mais bref, c'est un autre débat. Et donc, je pense que en tout cas, je suis persuadé que tu peux jouer et t'immerger dans quelque chose sans que ce soit forcément nocif. Tu vois, c'est ce que je dis. Je suis pas technophobe. Je pense qu'il y a des trucs hyper cool dans la VR, dans l'idée de, tu vois, j'avais vu ce truc là, je crois que c'est Disney qui a sorti une sorte de grand tapis qui doit faire à peu près 2 mètres sur 2, sur lequel tu peux courir ou marcher dans toutes les directions. Je veux dire, tu prends ça plus un casque de VR. Moi, j'ai joué pas mal à Skyrim. J'ai bien pensé Skyrim. J'ai dit, putain, mais t'imagines, mais genre Skyrim avec un casque de VR, et en plus, c'est vraiment toi qui marches, c'est vraiment toi qui sautes. Alors déjà, tu résous tous les problèmes d'obésité liés aux jeux vidéo, mais genre là, d'un coup. Enfin, vraiment, j'aurais trouvé ça, j'aurais jamais été aussi sportif de ma life que quand j'ai pensé Skyrim, c'est sûr. Donc tu vois, c'est des trucs, je pense qu'il y a des choses très chouettes à faire. Et pourquoi pas, tu vois. Néanmoins, est-ce que tu auras toujours envie de te déconnecter pour aller prendre un verre et aller prendre un café? Et moi, c'est ce que je dis beaucoup, c'est, tu sais, moi, je suis pas un révolutionnaire. Je dis pas, il faut supprimer tout ça, ou il faut obliger ceci, ou voilà, à la fin, moi, je rappelle souvent, philosophiquement, je suis extrêmement libéral. Donc, ça veut dire que je crois principalement à l'autodétermination des individus et que c'est à eux et à elles de choisir ce qui est bon pour eux et pour elles. C'est pas à moi de leur expliquer. Néanmoins, je veux être certain que ces personnes choisissent et que ce soit un consentement vraiment éclairé et pas imposé ou un peu aveugle parce que, ah, attends, ça a l'air cool, je clique, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, c'est parfois très, très, très compliqué de dire aux gens, bon, bah voilà, vous devez absolument faire ceci, vous devez absolument faire cela, etc. Et donc, une fois que ça s'est posé, que tu veux que les gens décident pour eux-mêmes, que tu les informes, etc., après, les gens font ce qu'ils veulent. Et si jamais ils ont envie de se reconnecter, etc., bon, bah, très chouette. Mais au-delà de ça, mon objectif, quand les gens terminent mon livre, comme je disais, c'est pas qu'ils aillent faire la révolution. C'est que, idéalement, ils appellent un de leurs potes. Salut Émilie, j'ai lu tel livre. Ça m'a posé plein de questions, etc. Il y a plein de trucs avec lesquels je suis pas d'accord. J'espère que les gens sont pas d'accord. Ça dirait qu'on se prenne un café et on en parle. Et ils se retrouvent autour d'un café. Et ils en parlent. Et ils discutent un peu de, ah bah tiens, il y avait ceci, ah mais tiens, il y avait cela. Et là, je pense qu'il abuse. Là, par contre, ça, ah, tu vois, moi j'ai 2 enfants, ça me fait. Ok. Et on en parle et on en discute, mais on est capable de se retrouver autour d'un café sans téléphone pour parler de ça. Ça, si les gens peuvent faire ça à la sortie de mon livre, ce qui n'est pas grand-chose comme ambition, hein, je le reconnais, c'est pas non plus incroyable. Mais d'un autre côté, je trouve que ce serait super. Et finalement, ça souligne quelque part la magie de ce qui reste humain, hein. C'est les échanges, le partage d'expériences, d'émotions, de Mhm. questionnements. Ça résume l'humanité. Donc, comme Mais ambition de tu livre, sais, c'est pas mal, je moi, trouve. moi j'ai ce truc que je dis beaucoup. Ma femme est psychologue de formation. Et, euh, et vraiment, alors, moi, je suis pas quelqu'un de très empathique. C'est quelque chose que j'essaie de développer, mais c'est pas forcément ma plus grande force à la base. Et mon épouse, elle a ce truc où, quand elle s'assied en face de toi, elle met ses yeux dans les tiens, elle te dit, je t'écoute, mais tu as l'impression que autour, tu es dans une bulle, il n'y a plus rien qui existe. C'est vraiment, elle a toute ton attention. Enfin, plutôt l'inverse, tu as toute son attention. Et d'un seul coup, enfin, voilà, et moi, je trouve que ça, l'expérience humaine, c'est ça. C'est de retrouver quelqu'un avec qui tu t'entends bien et vous avez un échange juste tous les deux. Il y a peu importe ce qui se passe autour, c'est juste ça. Et moi, je trouve que c'est merveilleux. Et j'ai beaucoup, ben, j'ai évidemment beaucoup pensé à ma femme en écrivant le livre. Et il y a plusieurs moments où, voilà, c'est certain que si on peut, si les gens peuvent retrouver ça, c'est génial. Et c'est quelque chose que tu ne peux avoir qu'en face à face. Toi, tu fais un visio, tu appelles les gens, tu leur laisses un voice. C'est, voilà, c'est pas exactement ça. Et ce que je voudrais bien que les gens se rappellent, c'est que effectivement, quand tu parles avec Replica ou ChatGPT, effectivement, je veux dire, tu as toute leur attention. C'est un outil, de toute façon, ils ne font que t'écouter, entre guillemets, même si enfin, le terme est très anthropomorphique, donc je suis pas très fan, mais voilà. Mais c'est pas de la vraie attention. Et c'est évidemment donc pas du tout la même chose, et ce qui se joue n'est pas du tout la même chose, même si ça peut ressembler. Et ça, c'est un peu ce pourquoi j'essaie de plaider dans le livre. Ben écoute, mille merci. Si vous voulez les 110 autres pistes de réflexion qu'offre ce livre, je vous le remontre. Donc, c'est Bonjour ChatGPT, comment l'intelligence artificielle change notre rapport aux autres. Euh, Louis, mille merci pour Merci cette à toi. passionnante. Je te dis bon voyage avec ton bébé en Belgique et vers d'autres horizons. Si on veut te retrouver, LinkedIn, c'est le plus simple. LinkedIn, c'est le plus simple.
LinkedIn, c'est plus simple. LinkedIn, c'est le plus simple. Et puis de toute façon, on se revoit bientôt pour les 110 autres questions qu'il me tarde de découvrir. Donc non, non, vraiment merci Je beaucoup. me réjouis. À très vite. Salut.